Hello à tous, on est vendredi, il est midi et comme tous les vendredis à midi, on est en direct pendant une vingtaine de minutes. Alors ok, il est 11h59 mais comme chaque vendredi, j'ai vraiment hâte de lancer ce live. Du coup, je me connecte de plus en plus en avance. Et bien ça tombe bien, comme ça me permet de vous laisser arriver. Une bonne grosse minute pour vous laisser arriver sur le live. Vous savez que vous pouvez poser vos questions là dans les commentaires. Désolée, il y a un peu de bruit autour de moi. À poser vos questions dans les commentaires, je les verrai apparaître et dans la mesure du possible, eh ben, je pourrai vous répondre en direct. Et salut à tous ceux qui arrivent. Alors, Lexia, si je ne me trompe pas dans la prononciation, salut à toi et merci d'être là. Alors, je suis petite news. Salut Oban, en attendant la midi pile pour commencer, je suis toujours en train d'imprimer vos visières, vos cerveaux 3D. Il y a des enveloppes qui sont parties à la poste hier. Donc je remercie du coup mon conjoint qui amène ces courriers là à la poste pour vous. Il y en a d'autres qui sont en cours d'impression. Je fais d'autres colis pendant le week-end qui seront envoyés lundi ou mardi au plus tard. Et puis s'il y a de nouvelles commandes la semaine prochaine, je poursuis, je continue. Vous avez vu qu'il y a aussi maintenant des sangles qui permettent d'accrocher le masque. Si j'ai bien compris, c'est pas pour avoir trop mal aux oreilles. Et je suis aussi en train d'en imprimer, donc elles sont disponibles pour vous les envoyer. Salut à tous ceux qui arrivent. Alia, hello Lucas, j'espère que tu vas super bien. Ok Lexia, super. Coucou Véronique Courant d'air, eh bien je te souhaite de passer un très joli week-end. Et merci quand même d'être passé en coup de vent. Ok, eh bien on se lance. Au cours de la semaine, j'ai une personne, alors je ne vais pas la citer parce que je ne lui ai pas demandé si je pouvais dire son nom ou pas, mais une personne qui est étudiante qui m'a contactée en message privé sur Facebook cette semaine pour échanger avec moi. Et à un moment donné, dans la conversation, elle m'a demandé pourquoi est-ce que tu travailles avec des adultes pour l'évaluation des troubles du neurodéveloppement. Et là, je suis restée complètement con. Donc je lui ai dit... je lui ai rien dit. Et j'ai fait... attends, je réfléchis. Donc après, elle s'est un petit peu précisée. Alors attendez, je vais reprendre le message exact si je le retrouve. C'est pas sûr, hein, je sais plus où c'était. Et elle m'a dit, mais pourquoi est-ce que tu t'es intéressée au TND? Pourquoi les adultes? Pourquoi t'as ouvert ton cabinet en ce sens-là? Et je suis vraiment restée totalement bête, quoi. Et je lui ai dit, en toute sincérité, je peux pas te répondre maintenant, faut que je fasse une introspection, faut que je réfléchisse un petit peu. Et tu sais quoi, je te réponds vendredi en direct. Donc c'est ce que je vais faire. Et depuis, donc j'ai un petit peu réfléchi. J'ai une réponse en 2 temps à vous apporter. Le premier temps, ça va être aujourd'hui parce que c'est la réponse qui est pour moi la plus facile à vous transmettre. Et la seconde partie de la réponse, je vous la transmettrai plus tard, quand ce sera pour moi, disons, un bon moment pour vous le dire. Parce que, comme vous pouvez le deviner, c'est pas forcément facile. Mais rien de dramatique, hein, aucun souci à ce niveau-là. Mais pour vous apporter donc cette réponse, cette première partie de la réponse, pourquoi est-ce que je m'intéresse au TND adulte? Pourquoi ce type de trouble, ce type de handicap? Pourquoi ce type de population? Qu'est-ce qui m'a fait... qu'est-ce que j'aime là-dedans? Qu'est-ce qui m'a excité? Qu'est-ce qui m'a motivé à bosser avec ce type de personnes-là et ce type de trouble? Quand j'étais en master, j'ai fait des stages, comme tout le monde, et j'ai fait mon stage dans un CRA, Centre Ressources Autisme, et j'ai fait ce stage au Centre Ressources Autisme en Savoie, donc le CESA, Centre d'évaluation savoyard de l'autisme. Et j'étais en stage avec des neuropsychologues et des psychologues. Donc, alors je vais me préciser, avec des psychologues cliniciennes et des psychologues cliniciennes spécialisées en neuropsychologie. Je ne suis pas restée bien longtemps, mais... ce stage pour moi a été un véritable déclic. Je vous ai dit que je l'ai fait en master, mon stage c'est une erreur, je l'ai fait en licence 3. En licence 3, je ne savais pas du tout que je voulais faire un neuropsycho, je ne savais pas du tout vers quel type de master je voulais faire, je pensais même éventuellement à me réorienter dans un domaine en lien peut-être avec la santé ou disons l'humain, mais pas forcément psycho. Mais ce stage-là a été un véritable déclic. Ça m'a permis de mieux comprendre ce que c'est le boulot de psychologue et de neuropsychologue. Alors je vais mettre des raccourcis, hein, m'en voulez pas, voilà. Mais donc de psychoclinicien et de neuropsychoclinicien. J'ai vraiment pu m'immerger dans le service
et voir comment on bossait au quotidien, c'était quoi les réunions d'équipe, c'est quoi de faire un bilan, comment ça se passe pour communiquer avec les familles. Et pour moi, ça a été une véritable révélation. J'ai adoré cette idée d'enquête, ça je le dis à plusieurs reprises, enquêter sur la question qu'on nous pose et d'essayer de faire des liens entre le comportement, les émotions, la cognition, la personnalité. Ça, c'est un truc qui est passionnant, je trouve. Donc en clinique, mais aussi à la lumière de la recherche, évidemment. D'ailleurs, ça me fait penser que Franck Ramu, je sais jamais si on dit Ramu ou Ramus, hein, j'espère qu'il m'excusera, mais a fait une vidéo de réponse à une conférence à laquelle il a participé sur le lien entre la clinique et la recherche et sur le fait que, eh bien, la clinique, oui, mais sans la recherche, on est soumis à de nombreux biais, donc la recherche est indispensable, même si on a une pratique uniquement clinique. Bref, je ferme la parenthèse. Même si j'ai eu ce déclic-là en travaillant dans un service CRA, Centre Ressources Autisme, en Savoie, il me restait toujours un problème, qui est toujours, enfin un problème, une difficulté qui est toujours la même actuellement. Ce sont, disons, les enfants. Je n'apprécie pas du tout travailler avec cette population-là, c'est pas la première fois que je le dis. Alors pour moi, les enfants, ça va de 0 à 13 ans, et je suis encore plus à l'aise à partir de 15-16 ans. Voilà. Donc, ça m'a permis à borner un petit peu ce que je voulais faire, même si j'adore et je voulais vraiment m'orienter en neuropsycho. Vu que j'avais fait un stage dans l'enfant, pour moi j'avais un petit peu des œillères et je pouvais bosser, si je voulais bosser dans l'autisme, dans les TND, uniquement avec des enfants. Or, ensuite, quand j'ai été diplômée, j'ai travaillé en psychiatrie adulte, puisque j'ai orienté mes stages ensuite sur le vieillissement et l'adulte, et c'était mon seul stage que j'ai fait auprès d'enfants, puisque je n'apprécie pas spécialement cette population. Donc dans mes stages, enfin dans mes professions, dans mes boulots, parce que j'ai exercé en tant que salarié à l'hôpital en psychiatrie adulte, j'ai été confrontée à ces adultes-là qui avaient parfois des diagnostics, parfois pas vraiment de diagnostics, parfois des choses un peu claires. Et finalement, j'étais déjà supervisée à cette époque. En discutant avec ma superviseuse, je disais, regarde ces profils-là, on dit que c'est de la schizophrénie, mais j'ai l'impression qu'il y a autre chose. Je le sens pas forcément uniquement comme ça. J'étais pas forcément à l'aise avec les diagnostics qui étaient déjà posés. J'avais ce sentiment-là que chez certains des personnes en psychiatrie que je rencontrais, ou cliniquement, vous savez, moi j'appelle ça la truffe clinique, là, il manquait quelque chose, il manquait une pièce au puzzle. Et en regardant quelques dossiers comme ça avec ma superviseuse, elle me fait, bah ça, si c'était des enfants, pour moi, ça rentrerait dans le cadre d'un trouble du neurodéveloppement et en général, on revenait à parler des signes de l'autisme. Et là, je me suis dit, putain, ok, l'idée, c'était pas de remettre en cause les diagnostics, enfin de remettre sur le tapis les diagnostics faits par des médecins, c'était pas mon boulot à l'époque en psychiatrie, mais c'était vraiment une démarche personnelle, intellectuelle avec ma superviseuse. J'ai pas de stats, c'est pas une étude qu'on a fait, mais les différents bilans qu'on a, enfin les différents dossiers qu'on avait, oui, il y a des situations qui étaient, disons, purement psychiatriques, troubles du spectre de la schizophrénie, troubles de l'humeur, etc. Parfois, il nous semblait qu'il n'y avait pas que ça et qu'il y avait beaucoup de signes comportementaux qui ressemblaient souvent à de l'autisme, souvent à un TDAH. Alors, associé ou pas, comme je vous dis, on n'a pas approfondi parce que c'était pas mon boulot et voilà, à l'hôpital, j'ai essayé de rester dans le cadre. Salut Seb. Et du coup, ça m'a vraiment, vraiment interpellée de me dire que quelqu'un qui est expert des troubles du neurodéveloppement et notamment de l'autisme chez l'enfant retrouve une symptomatologie similaire chez des adultes qui sont diagnostiqués pour des troubles psychiatriques tels que troubles du spectre de la schizophrénie, troubles de l'humeur, donc dépression, bipolarité, ou troubles anxieux tels des TOC ou des phobies par exemple. Vu que ça m'a énormément interpellée, j'ai passé des mois à aller éplucher tout ce que je pouvais trouver sur les troubles du neurodéveloppement chez l'adulte, en me focalisant petit à petit surtout sur le TSA, le TDAH. Et j'ai trouvé peu de choses. J'ai trouvé peu de choses, je ne vais pas refaire la revue de littérature ici, absolument pas, mais ce que j'ai remarqué, c'est que mon point de vue, je fais aucune généralité, c'est ce que j'ai remarqué personnellement à la lumière de ce que j'ai regardé, donc sûrement que je n'ai pas non plus tout regardé, soyons très clairs, mais ce que j'ai remarqué et le sentiment que j'ai eu, c'est que finalement, les TND de l'adulte, on n'en parle presque pas.
Et pourtant, on sait que les TND, ça s'arrête pas à 18 ans, quoi. On n'est pas autiste de 0 à 18 et à 18, c'est bon, tranquille. Non. Et puis, il y a aussi une autre chose qui est venue, c'est que dans le cadre de mon activité libérale, j'ai rencontré des ados. Et ces ados-là, pareil, très souvent jamais diagnostiqués, et très souvent leur profil ressemblait fortement à de l'autisme. Donc je me suis posé aussi cette question-là. Comment ça se fait donc qu'il y a des adultes en psychiatrie qui ont des signes, qui ont de nombreux signes qui correspondent à un TND, avec ou sans l'aspect psychiatrique, c'est pas la question. Et il y a des ados qui viennent en libéral qui n'ont pas de diagnostic, ou alors des diagnostics type troubles des apprentissages, troubles du langage, donc par exemple dysphasie, je ne sais plus exactement les termes sur ça, je suis beaucoup moins forte, mais ou un état de haut potentiel repéré, mais qui n'ont pas ce repérage d'autisme ou de TDAH. Je me suis dit, pourquoi à cet âge-là, ils n'ont pas un diagnostic en ce sens et toutes les aides qui vont avec. Donc ces deux questions-là, elles m'ont animée pendant bien un an et demi où j'ai fait toutes mes recherches et je me suis dit, il semble quand même que vu que les TND ça s'arrête pas à 18 ans, il y a un besoin immense à la fois pour le repérage des grands ados et des adultes, mais aussi et surtout parce que j'en parlais avec Charlotte, ma stagiaire, il n'y a pas longtemps, pour moi le bilan c'est juste un outil qui nous permet de mettre une prise en charge, un accompagnement efficace et cohérent. Donc il y a besoin vraiment de ce repérage pour les grands ados, les adultes, et aussi pour préconiser un accompagnement. Quand j'ai ouvert le cabinet et que je me suis spécifiée sur les troubles du neurodéveloppement chez l'adulte, et encore aujourd'hui, je suis effarée de voir arriver des personnes qui ont plus de 50 ans et qui me décrivent un mal-être immense depuis, disons, minimum 40 ans. Et que ces personnes n'ont jamais pu être repérées et ni même aidées, ou alors aidées de façon totalement insuffisante, voire pas du tout adaptée. Donc voilà, c'est comme ça que je suis arrivée à me passionner et à travailler avec ces personnes-là qui ont des suspicions de TND, des adultes en particulier, des grands ados, pour moi c'est à partir de 16 ans. Et c'est ça vraiment qui m'anime, qui me motive. Alors, je sais pas, j'espère que je réponds à ta question. Je vais pas dire ton prénom. À toi qui me l'as posé en message privé. J'espère. Sinon, t'hésites pas à me le dire et je pourrais préciser ma réponse. Mais comme je vous l'ai dit au début, il y aura une deuxième partie de réponse que je vous proposerai, mais un peu plus tard, le temps que je la mature bien dans ma tête, parce que je vous l'ai dit que c'est une réponse qui est un peu particulière à donner. Mais c'est vraiment ça. C'est vraiment cet effarement, je sais pas si ça se dit, mais c'est pas grave, cet effarement que j'ai eu en voyant, finalement, je sais pas si j'ai le droit de dire ça, mais je vais le dire quand même, ce peu de considération que le monde de la santé a par rapport au TND adulte. Quand on voit les ravages que ça peut faire un TND, juste par exemple au niveau professionnel, une personne qui a un TDAH non diagnostiqué à l'âge adulte qui essaye de bosser, le syndrome dysexécutif associé, mais ça... moi je ne comprends pas comment ça a pu passer au travers tant d'années. Voilà, c'est ça. Et au plus je vois des personnes avec des TND, au plus je me rends compte que finalement, oui, il y a une symptomatologie, TDAH, autisme. Je parle principalement de ces deux troubles-là, puisque c'est vraiment ce qu'on retrouve très souvent dans les repérages, dans les diagnostics tardifs. Tous les troubles des apprentissages, on les diagnostique bien avant, puisqu'ils impactent à l'école et ça pose problème très tôt. Donc, oui, l'autisme, il y a des problèmes de communication, d'interaction sociale, il y a des problèmes dans l'RB, je ne vais pas y revenir. Mais que ce soit le TDA, l'autisme ou le syndrome de Gilles de la Tourette ou les tics, il y a un syndrome dysexécutif qui est, allez, je vais prendre des pincettes, quasiment toujours présent et qui est vraiment très handicapant, pour pas dire parfois le plus handicapant. Et ce syndrome dysexécutif-là, alors je sais pas si c'est parce que j'ai cette formation de neuropsy et que je vais sembler prêcher pour ma paroisse, mais il me semble que ce syndrome dysexécutif-là, il est vraiment mis en arrière-plan, alors que c'est le truc qui pose le plus de problèmes dans la vie quotidienne en général. Quand on écoute les personnes qui vous racontent leurs difficultés, on fait vraiment très facilement le lien avec le défaut de fonction exécutive en vie quotidienne. Alors peut-être qu'on reviendra un jour sur comment on fait pour prendre en charge ces fonctions exécutives, parce que j'ai un avis bien tranché là-dessus, mais c'est pas le thème aujourd'hui.
Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez sur ces fonctions exécutives-là, par contre. Est-ce que vous aussi, on n'est que sur de la clinique, on n'est pas sur de la recherche, hein, mais est-ce que vous remarquez que les plaintes des patients, des personnes que vous recevez, elles sont très souvent à mettre, au moins en partie, en lien avec un problème exécutif. Et parfois, quand je pense comme ça dans ma tête, la dernière fois, quand j'ai fait le live sur HPI et autisme, sur le différentiel, bien que le HPI soit pas un trouble, hein, y a Anne-Marie qui a parlé d'un possible, en tout cas c'était une réflexion qu'elle se fait depuis un moment, d'un possible continuum entre HPI et TSA, SDI, trouble du spectre de l'autisme sans déficience intellectuelle ou Asperger à la CIN-10. Donc de ce continuum-là. Personnellement, moi, j'ai aussi ce genre de réflexion sur autre chose, sur, il y a tellement une importance du syndrome dysexécutif que voilà, je me dis pourquoi il n'y aurait pas ce syndrome dysexécutif, disons, central, et à côté, différents autres symptomatologies. Vous voyez ce que je veux dire? Un noyau exécutif et d'autres comportements symptomatologiques, de l'autisme, du TDAH, de Tourette. C'est une réflexion, hein. J'ai encore fait aucune recherche là-dessus. Mais voilà, c'est un truc auquel je pense. Je ne suis pas en train de dire que toutes les personnes qui ont un TND ont des troubles dysexécutifs, hein. S'il vous plaît, me faites pas dire ce que j'ai pas dit, on est d'accord. Mais j'ai vraiment l'impression qu'il y a un truc central, c'est le syndrome dysexécutif. Je parle chez les grands ados plus 16 ans et les adultes. Chez les enfants, je ne vais pas me prononcer, je m'y connais vraiment moins. Mais moi, c'est un truc qui me turlupine, Et alors, pourquoi je dis ça? Parce que ce qui me dérange aussi, la recherche avance, hein, mais c'est que par exemple, dans le DSM, vous savez très bien que je vous renvoie tout le temps sur le DSM pour qu'on parle de la même chose, pour qu'on soit en raccord avec ce qu'on dit et qu'on soit basé sur des recherches scientifiques dans les repérages et diagnostics qu'on pose. Bref, dans le DSM, il n'y a aucune mention d'un syndrome dysexécutif. Alors que c'est un des trucs qui va foutre la merde dans la vie des personnes qui sont atteintes d'un TND. Et on n'en parle pas, on n'en parle jamais. Ce n'est même pas dans les spécifications des différents troubles qui sont listés dans le DSM. Alors j'ai regardé pour les TND, j'ai regardé pour les troubles psychiatriques les plus fréquents, ça n'y est pas. J'ai regardé dans l'annexe là où il y a tous les mots et après ça nous renvoie à la page là, il n'y a pas syndrome dysexécutif. Je trouve ça dommage. Je pense que c'est un truc qu'on pourrait améliorer avec par exemple le DSM 5R ou le 6, de mettre vraiment en lumière ces troubles dysexécutifs. Si on ne les évalue pas, ça paraît compliqué de comprendre globalement et finement la personne, sachant qu'en plus qu'on n'a que quelques heures pour évaluer une personne, donc c'est déjà pas beaucoup, on fait ce qu'on peut mais c'est pas beaucoup, et si on ne prend pas en compte ce fonctionnement exécutif, moi ça me pose vraiment question. Et je pense que s'il était plus mis en lumière dans les critères même des diagnostics, ça permettrait aussi par exemple à des médecins qui sont plus ou moins sensibilisés de s'y intéresser et dans certains cas, pour certains médecins, faire plus de liens avec des psychologues cliniciens, neuropsychologues. Voilà. C'est ce que j'avais à dire pour aujourd'hui. Alors je vois qu'il y a des commentaires, donc je vais les regarder rapidement. Lexia, tu me dis, oui, tu as entièrement. Ouais. Et c'est un gros souci pour les adultes qui se retrouvent en souffrance et une errance de diag. Ah oui, alors ça, l'errance de diag, mais moi je la vois quasiment quotidiennement quand je reçois les personnes. Et ça me fait mal au cœur de voir ces personnes-là en errance et parfois même qui ont fait face à des professionnels pas forcément bien formés, d'autres malveillants et qui ont fait des dégâts, clairement, qui ont fait des dégâts. Ça serait une super... Il te manque des mots, Alexia, t'as besoin d'être en week-end, je crois. Ça serait aussi super... Ah oui, super de créer des thérapies spécifiques faites par des atypiques pour des atypiques, c'est mon projet. Intéressant. Kelly, tu dis, je suis d'accord, les TND chez les adultes semblent être peu pris en charge, institutions notamment, la période développementale étant prioritaire pour le diagnostic. Ouais, je suis pas en train de dire évidemment qu'il faut arrêter tous les diagnostics ou les repérages précoces, hein, vous l'avez bien compris. Kelly, moi je suis d'accord avec toi, pour avoir vécu en institution, en psychiatrie, avoir bossé en centre expert, alors
Peut-être que je n'ai pas posé les bonnes questions à l'époque. Peut-être que je ne me suis pas adressée aux bonnes personnes à l'époque. Je ne rejette pas la faute sur les autres, absolument pas. Mais je n'ai jamais, jamais entendu parler déjà de différentiel et encore moins, enfin un petit peu de différentiel, mais encore moins de différentiel en psychiatrie et centre expert avec les TND. D'accord? Et quand on connaît les statistiques, les prévalences, etc., TND, psychiatrie, et si on rajoute l'aspect de la coexistence des troubles, mais c'est une obligation quand on parle de psychiatrie ou de TND d'aller chercher l'un et l'autre. Pour moi, c'est indissociable. Indissociable. Et Lexia, tu dis tu as tellement raison. Je pense que oui, que j'avais compris, mais je voulais pas parler à ta place. Ok. Ça me fait toujours super plaisir d'être en live avec vous, comme je vous le disais au début, donc moi je vais continuer. N'hésitez pas à me mettre en commentaire ou en message privé si vous voulez des thématiques que vous aimeriez que j'aborde. Comme je disais au début, pour ceux qui n'étaient pas là, les visières sont toujours en train d'être imprimées. Certaines ont été imprimées hier, d'autres vont partir lundi. N'hésitez pas à nous faire un petit mail si vous voulez repasser commande. Pour l'instant, on n'est pas overbooké, donc on peut en imprimer encore. Quand je dis on, c'est avec Pascal, parce que vous savez que sans Pascal, rien ne serait possible de faire de mon côté. Donc encore une fois, merci Pascal. Tu es en week-end normalement. Voilà, tu verras pas cette vidéo-là. Mais merci beaucoup pour votre présence, pour votre récurrence dans ces lives-là. À très bientôt. Ah oui, si. Je voulais vous dire un truc. Pardon. On avait parlé il y a quelques vidéos en arrière du fait, je vous avais demandé, ouais, moi j'aimerais bien faire, vous savez, il y a ma pile de livres là, que j'ai beaucoup avancé depuis la dernière fois. Et je vous avais dit, j'aimerais bien vous faire un feedback de ma pile de livres, un genre de fiche de lecture pour que vous ayez un petit peu une idée de quoi ça parle, une idée des éléments qui vous permettent de décider si vous achetez ce bouquin, des éléments qui vous permettraient de décider si vous allez vraiment le lire en entier ou peut-être que c'est pas prioritaire pour vous. Donc, j'en ai pas reparlé depuis, mais ça m'a pas empêché d'y réfléchir. Je vais proposer des fiches de lecture, pas écrites, parce que pour ceux qui lisent mes mails, vous comprendrez pourquoi j'évite d'écrire. Et de toute façon, je suis bien à l'aise en vidéo, donc ce sera probablement en vidéo, voire en podcast, mais en tout cas, ce ne sera pas à l'écrit. Je vais commencer à m'atteler à ces fiches de lecture sur les bouquins qui, pour moi, sont d'une très grande richesse. Et le petit plus, c'est que, mon acolyte de toujours, Sébastien, va faire de même. Alors évidemment, pas sur les mêmes bouquins, ça n'aurait pas beaucoup de sens. Va faire de même sur d'autres bouquins, d'autres articles. Moi, je ne sais pas encore si je ferai des articles. Je vais surtout me focus sur les bouquins. Seb, je sais, on en a parlé tout à l'heure, va faire sur des bouquins et des articles. Et on va, avec Sébastien, on va vraiment collaborer à ce niveau-là. C'est-à-dire que moi, je vais partager les travaux de Seb et Seb va partager les miens. Comme ça, vous aurez vraiment double information à votre disposition en fonction des choses que vous recherchez et qui vont vous être utiles pour vos pratiques. Donc voilà, ça c'était la bonne nouvelle de fin de semaine. Avec Sébastien, on en a parlé tout à l'heure, on va vraiment se lancer dans ces fiches de lecture. Ça a vraiment suscité de l'intérêt sur la vidéo intitulée Ma pile de livres. Sébastien va faire un sondage, je crois qu'il est déjà sorti sur sa page Facebook, allez-y, il fait un sondage pour savoir qu'est-ce qui vous intéresserait sur ces fiches de lecture. N'hésitez pas à répondre pour qu'on puisse vous proposer un travail qui colle au mieux à ce que vous aimeriez comme information. Voilà. Pour ma part, et là je parle que pour moi, les fiches de lecture, je les mettrai sur sur ma chaîne YouTube qui s'appelle Genepsy, rien de foufou. Donc sur ma chaîne YouTube, je pense que je les mettrai là. Et puis je les mettrai évidemment sur le Genepsy Lab. Sur Genepsy Lab, peut-être que j'irai beaucoup plus loin que de, disons, fiches de lecture synthétique. Je pense que sur le Genepsy Lab, je vais étayer plus mes fiches de lecture. Mais il y aura vraiment une synthèse sur la chaîne Facebook de Genepsy. A priori, Sébastien va faire ma chaîne YouTube, pardon. A priori, Sébastien va faire aussi une chaîne YouTube. Moi, je l'encourage à le faire. Je ne sais pas quelle décision il prendra au final. Essayez de lui glisser un petit commentaire à ce sujet. Comme ça le motivera encore plus. Alors, cette fois-ci, je vous laisse à vos occupations. Merci à tous d'être là, ça me fait très plaisir. J'adore faire ça, je vais continuer. Je vous souhaite un très beau week-end et à très bientôt.